Bonsoir. Bon, j'ai eu un petit livre, quoi, en, en 2005, je crois, qui s'appelait Écologie et socialisme. Alors, écologie était écrit en rouge et socialisme en vert. Et le petit bouquin était fond bleu, je crois, quelque chose comme ça. Je ne sais plus l'éditeur, je ne sais pas si ça existe encore, mais il était question d'éco-socialisme. Il y avait Michael Levy et puis d'autres américains, etc. Et puis après, dans la liste des signataires, j'ai vu Jean-Marie Haribès qui m'a beaucoup surpris. Mais bon, euh, Pourquoi voilà. Alors, Pourquoi, si je peux me permettre? Parce que je connais Jean-Marie. Pourquoi ça vous a surpris? comment? Pourquoi ça vous a surpris? Parce que je connais Jean-Marie, donc je suis surpris, vous soyez surpris. Bah, c'est une expérience que j'ai de lui. Je l'ai lu un peu, mais je ne l'ai pas tout lu. Je lis pas son blog, je l'ai pas, mais bon, on a eu des accrochages. Ok. Il est pour l'industrialisme, enfin, garder l'industrialisation. À terme, c'est pas possible, etc. Quoi. Bon. Alors, justement, euh, il y a un industrialisme chez Marx. Comment développer les comment oui, alors j'ai des trous de mémoire et ça va pas aller. Bon, passons. Vous voyez ce que je veux dire. euh, Développement des forces productives, le rôle émancipateur ou messianique de la classe ouvrière, etc., grâce à l'industrie, etc. Quoi. Bon, ça, on a connu ça, et puis l'expérience que vous avez dite de l'URSS, Chine et compagnie, amène les collapsologues à ne pas être vraiment anticapitalistes, quoi, parce qu'il n'y a pas d'alternative, quoi. Il n'y a pas de il n'y a pas de doctrine établie, il n'y a pas de pratique, sauf le Chiapas, sauf l'essai chez les Kurdes, etc. Quoi. Bon, alors la question des petites unités résilientes, etc. Oui, c'est facile à la campagne, pour des villages, pour des petites villes, etc. Moi, je crains pour l'approvisionnement de Paris, s'il y a effondrement, ça va être très difficile. Bon. Alors, j'ai fait connaissance récemment, il y a quelques mois, enfin un tout petit peu, avec Murray Bookchin, que vous connaissez, et qui dit que l'écologie sociale, qui dit que l'exploitation, la domination dans la société se prolonge vis-à-vis de la nature, quoi. Voilà, c'est le même problème. Et c'est une bonne chose d'affirmer ça, quoi, je crois. C'est vrai. Maintenant, le capitalisme n'est pas seul en cause parce que avant le capitalisme, ça existait déjà. Il y a la Bible, croisser, multiplier, dominer, les oiseaux du ciel, dominer, tout ça. Bon, voilà, quelques souvenirs. La Genèse, je ne sais plus quoi. Bon, et puis il y a Descartes. Qui a dit aussi comme maître et possesseur de la nature. C'est dans la tradition occidentale, c'est dans les têtes quand même occidentales, archétype ou pas archétype, j'en sais rien, je ne sais pas ce que c'est. Bon, enfin, mais ça fait partie de nos traditions, quoi. Et ça reste dans la théorie économique, ça reste dans la doctrine économique. La science économique ignore totalement les bases biologiques et physiques de l'activité économique, mais ça fait rien. Ils élaborent un tas de théories, un tas de trucs, un tas de conneries, et voilà, les bases fondamentales de l'économie sont les bases de la thermodynamique et de la biologie. Voilà. Si on n'arrive pas à ça, on n'a pas d'issue, quoi. Bon, qu'est-ce que j'ai il y a quand même, je pense, une surcharge de l'humanité, même si, Marc Dufumier dit que la planète, pas l'agroécologie ici peut-être, ou la permaculture, peut nourrir 10 milliards et plus de terriens. Mais ce qu'il y a, c'est on ne vit pas que d'un bol de riz, enfin même amélioré. On a des portables, on a des bagnoles, on a des etc. etc. Quoi. Et quand on cherche la durée de vie du cuivre, c'est une quarantaine d'années. Après, ça va poser des problèmes. Il y en aura encore. Biwix dit on pourrait peut-être aller jusqu'à 60 ans. Mais voilà, donc l'alternative, la transition écologique vers l'électricité,
ça ne tiendra pas longtemps. Encore faudra-t-il y arriver, ce qu'on ne fera pas. C'est des gadgets pour amuser l'opinion, et pendant ce temps-là, on continue. Hein. Bon. Oui, alors, je crois, si j'ai bien compris ce que j'ai lu parce que je n'ai pas lu son bouquin, de Jean-Pierre Dupuis pour un catastrophisme éclairé. Penser la catastrophe pour l'éviter. Quand il a écrit ça en 2002, je crois, c'est vieux déjà. Et voilà. Mais maintenant, on ne peut plus penser qu'on va l'éviter. Il va y avoir d'ici la fin de la décennie, des perturbations, des craquements, enfin le déclin de la société industrielle. On ne pourra pas l'empêcher, ça, hein, pour différentes raisons. Merci, monsieur Luce. Vous voulez répondre tout de suite? Non? Bonsoir. J'avais une question, et par rapport là, on parlait justement de Murray Bookchin, et donc je m'interrogeais un peu le rapport que vous pouviez avoir justement avec la science que vous évoquiez, si vous pouviez peut-être aller plus en détail, si vous aviez une approche très critique, par exemple, je sais pas, de la méthode quantitative, etc., ou même des technologies en général. Quel rapport vous avez vis-à-vis de ça? Est-ce que vous êtes proche de sa pensée, ou plus proche peut-être de mouvements écologistes plus radicaux? Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui est Murray Bookchin? Moi, je ne connais pas, par exemple, et vous êtes... C'est un activiste écologiste américain qui a écrit plusieurs bouquins sur le municipalisme notamment, et sur l'écologie donc. C'était un marxiste américain qui a rompu, d'abord anti-stalinien, puis qui a rompu avec le courant qu'on appelle trotskiste, dont il faisait partie, qui a rejoint plutôt la mouvance libertaire, et qui est un des premiers, disons, des premiers auteurs de gauche qui soit vraiment consacrés à fond à l'étude de la crise écologique aux États-Unis. Il est mort il y a quelques années, fort âgé, après avoir inspiré l'expérience du Rojava chez les Kurdes, hein, dans le parti de Öcalan. Donc voilà, bon, ça c'est juste pour situer de qui il s'agit. Un auteur très prolixe, mais je dirai ce que j'en pense après. Non, mais j'en profite pour vous poser une question. Alors, qu'est-ce qui vous différencie, vous, les écosocialistes, de la tendance libertaire, justement? Puisque vous êtes pour l'autogestion, contre le productivisme, contre le travail, salarié contre le salariat. Oui, certainement. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui vous différencie, puisqu'ils étaient, eux, déjà dans la critique du marxisme et du socialisme depuis longtemps? Je vous propose peut-être de répondre à ces trois questions-là, comme ça ok, si ça vous va. Bon, je ne vais pas commenter tout ce qui a été dit, mais pour répondre sur Bookchin, ben, personnellement, je considère Bookchin comme un auteur écosocialiste. C'est-à-dire qui considère que la crise de la relation entre l'humanité et le reste de la nature, j'aime bien employer la formule le reste de la nature, est l'expression d'une crise de la relation entre les humains eux-mêmes. Qu'on ne peut pas, enfin c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est les deux faces d'une même médaille, on se répète avec d'autres mots. Donc sur cette idée-là, nous sommes fondamentalement d'accord, et sur beaucoup d'autres choses que Bookchin a écrites, nous sommes d'accord. Disons sur le type de société qui devrait remplacer la société capitaliste productiviste, nous sommes très très proches, pour ne pas dire entièrement d'accord avec Murray Bookchin, c'est-à-dire on est des anticapitalistes, socialistes, écologistes, anti-étatistes, anti-centralisation, anti-bureaucratie, partisans d'une autogestion radicale, mais partisans aussi d'un mécanisme de centralisation. Bon, et c'est là que le désaccord commence, parce que dans la stratégie de Bookchin, il n'y a rien sur la manière de... Il n'y a pas de stratégie, justement. Il n'y a rien pour faire le pont entre la société actuelle dans sa crise profonde, dans sa crise systémique d'une part, et d'autre part la société future basée sur l'autogestion, la décentralisation et la sobriété heureuse, comme disait l'autre. Il n'y a pas de pont. Et il essaye comme il n'y a pas de pont, il est conscient du problème et il le résout par son municipalisme libertaire. C'est-à-dire qu'il considère qu'en prenant des positions dans les municipalités telles qu'elles existent aujourd'hui, on jetterait déjà les bases de ce système décentralisé futur. Mais le problème est que l'immensité, enfin à mon avis, à notre avis,
des gens comme Michael Levy ou moi ou d'autres, à notre avis, le problème est que la gravité de la crise systémique est telle qu'on ne peut pas s'en sortir sans une planification. Et qui dit planification dit centralisation. Donc il faut un projet et une stratégie qui combinent la vision d'une société décentralisée, autogestionnaire, radicalement démocratique et patati patata, avec la nécessité de faire un plan pour sortir de la merde dans laquelle on est aujourd'hui. S'il n'y a pas de plan, on ne va pas en sortir. Ne fût-ce que pour une raison évidente, c'est que si on reste sur le dossier climatique, il y a ce qu'on appelle le problème de la responsabilité commune mais différenciée entre le Nord et le Sud. La plus grande partie de la déstabilisation du climat, elle vient des émissions historiques de CO2 des pays impérialistes développés, de la Grande-Bretagne, des États-Unis, de l'Europe, etc. C'est nous les responsables à plus de 70% encore aujourd'hui. Ça diminue avec le rôle croissant de la Chine, mais historiquement, les responsables principaux, c'est nous. Comment vous voulez respecter le principe des responsabilités différenciées, c'est-à-dire le fait que le Nord, pour simplifier, doit faire beaucoup plus d'efforts que le Sud, mais aider le Sud dans la transition. Il faut un plan pour ça. Là, il y a un désaccord avec les partisans de Bookchin. Mais j'ai d'excellents rapports avec des partisans de Bookchin dans mon pays qui se considèrent eux-mêmes comme des écosocialistes. Donc là-dessus, ils se considèrent comme une famille de l'écosocialisme. Et j'espère, puisque je n'ai pas dit ça tout à l'heure, on va lancer très prochainement un site d'un réseau mondial écosocialiste. Fin janvier, il sera lancé. Et j'espère, je n'ai pas vu de Bookchinien dans la liste, enfin, du moins pas que je connaisse, dans la liste des premiers signataires, mais j'espère qu'ils rejoindront, parce qu'on a besoin d'un débat. On n'est pas un courant monolithique, on est une mouvance, et donc dans cette mouvance, il y a place pour eux, pour nous. Bon, les technologies, disons, le courant écosocialiste auquel j'appartiens, disons que c'est celui de Michael Levy, dont vous parliez tout à l'heure, et d'autres, nous considérons que les technologies ne sont pas neutres. Il y a des technologies qui sont à rejeter en tant que telles. La technologie nucléaire, par exemple, ou l'emploi des OGM en plein champ, sont des technologies qu'on doit refuser en tant que telles. Donc on se démarque radicalement de gens qui considèrent que oui, bon, dans le capitalisme, on est contre le nucléaire, mais que dans les lendemains qui chantent du socialisme, il y aura un nucléaire socialiste qui sera sans danger. Non, ça c'est du pipeau. Ne fût-ce que pour une raison élémentaire, c'est que le processus de la fission nucléaire, on ne peut pas l'interrompre. Hein. Quand il est lancé, il faut le continuer. Donc les travailleurs qui travaillent dans les centrales, ils ne peuvent pas faire grève. Déjà là, il y a un souci par rapport à un projet socialiste d'autogestion et de démocratie radicale. Donc les technologies ne sont pas neutres. L'industrialisme chez Marx, je crois qu'il faut... au plus j'en lis là-dessus, au plus je pense que le bonhomme était un fameux gaillard et qu'il faut faire attention de ne pas prendre en compte l'évolution de sa propre pensée. C'est-à-dire qu'il est indiscutablement productiviste au départ, même s'il est en même temps naturaliste avec une vision. Le jeune Marx a déjà un truc très très fort sur la rupture entre l'humanité et la nature. Il y a une vision naturaliste chez lui, hein. Le corps inorganique, la nature corps inorganique de l'homme, c'est le jeune Marx. Mais en même temps, il est fasciné dans ses premières années par l'extraordinaire potentiel de développement des techniques et de la science qui est celui du capitalisme naissant. Et c'est en fait sur la question agricole qu'il bascule. Il y a un livre très intéressant qui n'existe qu'en anglais aujourd'hui, un livre de Kohei Saito, un auteur japonais qui lit et parle parfaitement l'allemand et qui travaille sur les œuvres complètes, sur les carnets de notes de Marx en allemand, hein, des chiffres. Il a fait un bouquin remarquable qui s'appelle Karl Marx Eco-Socialism, dans lequel il explique ce basculement. Sur la question agricole, pourquoi ? Parce que Marx s'intéressait d'un point de vue théorique à la question de la rente, à la théorie de la rente agraire, la rente agricole. Il était en désaccord avec Ricardo là-dessus. Il cherchait des arguments contre Ricardo et il le faisait d'abord d'un point de vue avec l'idée que le problème venait du capital et que le socialisme, lui, permettrait de libérer la productivité agricole à l'infini. Et il se basait là-dessus sur le fondateur de la chimie des sols, l'allemand Liebig, hein, celui des petits cubes de bouillon, c'est la même famille, qui disait ça, qui disait le problème c'est rendre à la terre les éléments minéraux qu'on lui enlevait du fait de l'industrialisation, de l'urbanisation, donc les excréments humains qui ne retournent plus au champ, etc. Et puis à un certain moment, en 65-66 du 19e siècle, Liebig lui-même a changé. Il s'est mis à dénoncer la robbery agriculture, l'agriculture de prédation, on pourrait traduire.
Et Marx a noté ça. Et ça l'a fait basculer. Et il a, au lieu de défendre le socialisme comme étant le truc qui permettrait de résoudre, de débloquer la productivité agricole à l'infini, il est passé de l'autre côté, radicalement antiproductiviste, expliquant la nécessité d'en finir avec le capitalisme pour éviter la croissance capitaliste à la production infinie, justement. Ce shift-là est très, très intéressant. Ce qui veut dire que quand on manipule les citations de Marx, il faut savoir où on va les chercher, avant ou après 65-68. Je vous conseille la lecture de ce livre. Je ne suis pas d'accord avec tout, mais c'est absolument remarquable et très convaincant. Citation à l'appui. Citation des notes de lecture de Marx, pas des ouvrages qui ont été édités, mais de ses carnets de travail. Remarquable et très étonnant. Je n'ai pas lu le catastrophisme éclairé, mais d'après ce que vous en dites, oui, effectivement, on est dans la catastrophe, il est trop tard. Donc il faut l'arrêter, mais l'éviter, c'est plus possible. Ah oui, les libertaires, ben, je t'ai répondu. Hein. Enfin, je vous ai répondu, pardon. S'il faut un plan, je pense que là, vous êtes différent des libertaires. C'est ça la différence. D'autres questions ? Oui, sur le plan pratique, que faire face à l'argument classique de perte d'emploi ou inversement pour le soutien de projets capitalistes ahurissants, la création d'emplois pour convaincre cette masse sociale qui devrait être devant, comme vous dites, de se libérer de cette espèce d'esclavage, de prison dans lequel on se trouve dans ce système capitaliste et de marché. Bonsoir. C'était une question par rapport à votre solution quand vous dites sortir le système énergétique des mains des propriétés privées et à la fois vous êtes contre la centralisation et du coup finalement à quelle échelle ça peut se faire parce que bon, dans le monde actuel de toute manière c'est un peu difficile à concevoir mais du coup bon, vous parlez de planification, elle se fait aussi à quelle échelle? Il y a un problème d'échelle que je ne comprends pas très bien. Bon, nous, on est dans un pays très centralisé en plus, donc on a besoin d'autres exemples, sans doute. Mais il n'y a pas que ça, enfin, même. Voilà. J'ai vu votre bras d'abord, mais je donne déjà le micro. Bonsoir. Oui, dans la théorie des collapsologues, il parle d'un effet domino de plusieurs crises en fait qui se succéderaient et ça c'est ce qui frappe en fait un peu les esprits. Donc vous avez vraiment évoqué la crise de la biodiversité, en fait l'effondrement de la biodiversité, l'effondrement, le changement climatique. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'il va y avoir, enfin on est très très nombreux sur la planète. On est 7 milliards, on va vers les 9 milliards. Donc il y a ce problème incroyable de cette démographie énorme. Et puis l'énergie. Comment vous envisagez en fait l'énergie? Quelle énergie vous envisagez si vous êtes contre le nucléaire, d'après ce que j'ai compris? Est-ce que vous pensez que les énergies renouvelables vont suffire à maintenir un niveau de vie suffisant pour 7 milliards d'habitants sur la planète? Est-ce qu'on va vers une décroissance obligée? Vers quel type de décroissance raisonnable pensez-vous que nous puissions aller à un tel effectif? Alors, bon.
Allez-y. Bon, mon intervention, c'est en contrepoint à la précédente, en fait. C'est que certains collapsologues, et en particulier Yves Cochet, avec qui j'avais une fois essayé d'en discuter en 2007, s'imaginent que les réserves de combustibles fossiles, puisqu'on parlait d'énergie, sont à la limite de la pénurie, alors qu'en fait, l'industrie des combustibles fossiles, pétrole, gaz, pétrole bitumineux et charbon, sont d'un volume tel qu'on peut encore facilement tripler ou quadrupler le pourcentage de CO2 de l'atmosphère, et on peut faire confiance à cette industrie pour continuer à assurer, quelle que soit la pollution, le niveau de production de carburant et d'énergie actuelle. Et donc, qu'est-ce que je veux dire, est-ce qu'il y a quand même quelques-uns de ces collapsologues qui tiennent compte de cette capacité de réponse de l'industrie de l'énergie à toujours vouloir proposer des solutions encore plus polluantes qu'hier pour assurer une production croissante? Répondre à celle-là? Oui. Sinon, je vais perdre le fil. Ah oui, c'est moi qui ai les micros. Oui. Mais la dernière question, il faudrait leur demander à eux-mêmes. Je ne sais pas, je ne vais pas répondre à leur place. Ce que je note, c'est que Pablo Servigne, il y a un peu plus de 10 ans, faisait partie de l'association, comment ça s'appelait, l'ASPO, pour l'étude du pic pétrolier. Effectivement, il était sur cette idée que les réserves vont s'effondrer, et qu'il y avait un professeur à l'université de Mons, dans ma région, qui était la figure médiatique de cet ASPO, l'étude du pic pétrolier, et qui faisait des prévisions apocalyptiques. En 2013, tous les avions il n'y aura plus d'avions qui pourraient voler parce qu'il n'y aura plus de pétrole, etc. Et puis, il y a toujours du pétrole, comme vous dites, et les compagnies trouvent des nouvelles technologies, le forage profond offshore, l'exploitation des pétroles bitumineux, du gaz de schiste, etc. Donc, mais oui, bien sûr, mais je vous dis, donc ils trouvent toujours un bâton pour taper le même chien. Il y a 10 ans, c'était les combustibles fossiles allaient disparaître, et donc la société thermo-industrielle allait s'effondrer. Maintenant, la société thermo-industrielle va s'effondrer, mais c'est plus parce qu'il y a pénurie des combustibles fossiles, c'est à cause de je sais, la croissance. C'est la croissance. Donc oui, enfin bon, soit, on ne va pas commencer un ping-pong. Donc, bref, il faudrait leur poser la question. Alors, sur la population, quel est le problème? Nous sommes 7 milliards, ok, on peut estimer que ça aurait été mieux qu'on soit à 5 milliards, qu'on en reste à 4 milliards, que sais-je. Mais nous sommes aujourd'hui à plus de 7 milliards, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, ou bien on opte pour des solutions radicales, mais personne n'osera ici, je suppose, le faire, et même en dehors de cette salle, personne n'oserait dire explicitement qu'il est pour des solutions radicales, mais c'est forcément des solutions barbares, absolument inacceptables, qui nous feraient sortir de la civilisation, entre guillemets, pour autant que ça existe. Donc, les évolutions démographiques ont la caractéristique d'être des évolutions lentes. Ce qu'on appelle la transition démographique, cette sigmoïde-là, c'est quelque chose qui met des décennies. Elle est amorcée, elle progresse rapidement. Le taux de fertilité des femmes, y compris dans le tiers-monde, est en chute très rapide. Notamment dans le monde arabo-musulman, c'est peu connu, mais il y a plusieurs pays où le taux de fertilité des femmes est en dessous de 2, c'est-à-dire moins de 2 enfants par femme. Donc cette transition est amorcée. Maintenant, on ne peut pas résoudre, dans la mesure où on pense qu'il y a un problème de population, on ne peut pas le résoudre indépendamment de solutions sociales. Pourquoi les gens font beaucoup d'enfants? Parce qu'ils sont pauvres et qu'il n'y a pas de pension. Et les enfants, c'est l'assurance de pouvoir survivre à la vieillesse, qu'il y a des gens qui vont vous aider. C'est ça. Donc, qu'on se batte pour des systèmes universels de sécurité sociale
donnant une garantie d'une vie digne et confortable à toutes les personnes âgées dans le monde entier, c'est sans doute une des meilleures revendications qu'on puisse mettre en avant pour stabiliser la population. Une autre revendication, c'est les droits des femmes. Les droits des femmes à contrôler leur fertilité, leur reproduction, y compris par l'avortement libre et gratuit. Voilà, c'est là-dessus qu'il faut se battre et pas agiter le spectre de la population excédentaire, parce que je répète, il faut tenir compte des deux paramètres. Le nombre maximum de gens qu'un mode de production donné peut supporter, ça c'est un aspect qui est mis seulement en avant, c'est le seul aspect qui est mis en avant par tous les néo-malthusiens qui disent on est trop nombreux, on est trop nombreux. Mais l'autre aspect, c'est le nombre minimum de gens nécessaires au fonctionnement d'un mode de production. Je vous ai donné l'exemple de la pêche, là, la comparaison entre les deux modes de pêche, ce n'est pas par hasard. Si on généralisait cette méthode à l'ensemble de la production, en se limitant à la production nécessaire, en supprimant toutes les productions inutiles et nuisibles, on aboutirait à une solution tout à fait soutenable pour 8, 10 ou 11 milliards d'êtres humains sur Terre. Je ne dis pas qu'il faut être 11 milliards, c'est pas ça. Hein, c'est pas mon point, mais il faut cesser de s'obséder avec cette idée. La crise vient du nombre de gens que nous sommes sur Terre. Je viens sur l'énergie. Là aussi, où est le souci? L'énergie solaire qui atteint la surface de la Terre équivaut plus de 1000 fois la consommation annuelle d'énergie de l'humanité. Ok? Alors de ça, il n'y a qu'une partie qui est un potentiel technique, comme on dit. Toute cette énergie n'est pas transformable en des formes énergétiques utilisables par l'humanité aujourd'hui. Donc quel est le potentiel technique? Selon le GIEC, il y a un rapport spécial du GIEC sur les technologies renouvelables et leur potentiel. La conclusion du GIEC, c'est que le potentiel technique des renouvelables équivaut entre 15 et 20 fois la consommation mondiale d'énergie aujourd'hui. Entre 15 et 20 fois. Donc là où est le souci? Le souci, c'est que le potentiel technique, c'est autre chose que le potentiel économique. Le potentiel économique, c'est la notion de ce qui est rentable. Mais si on est dans une situation d'urgence absolue, est-il rationnel de ne vouloir appliquer que des solutions qui sont rentables pour ceux qui sont propriétaires de l'économie? C'est complètement absurde. Puisqu'il y a situation d'urgence, il faudrait décider de passer au renouvelable quel que soit le prix. Et d'ailleurs, le prix n'est plus tellement élevé aujourd'hui, parce que la baisse du tarif de l'électricité, du coût de production de l'électricité renouvelable est extrêmement rapide et que pour toute une série de technologies, cette électricité-là est déjà aujourd'hui moins chère que l'électricité produite par les fossiles. Il y a eu un article dans le Financial Times il y a 1 an environ, excellent journal parce que c'est un journal qui écrit pour des capitalistes. Et donc il ne fait pas de la démagogie pour le grand public, il dit les choses qu'il pense être vraies. Et ils posaient la question, comment se fait-il que les fonds de pension et autres investisseurs ne basculent pas massivement vers l'investissement dans les renouvelables, alors qu'il est en train de devenir plus rentable que l'investissement dans les fossiles, et qu'il le sera certainement dans les 30 années qui viennent. Or, tous ces investissements sont des investissements de long terme. Donc ce serait logique de la part des investisseurs capitalistes de mettre leurs œufs dans ce panier-là. Et la réponse de l'article, c'est qu'ils ne le font pas pour des raisons structurelles. C'est-à-dire que les capitaux dans le secteur des renouvelables ne sont pas assez concentrés que pour que ça les intéresse. Ils aiment mettre des gros paquets de milliards de dollars dans une entreprise, dans un secteur, et pas les éparpiller. Et derrière ça, il y a le pouvoir des Total, ExxonMobil, etc. C'est eux qui sont derrière, c'est eux qui décident. Donc voilà, il n'y a pas davantage une menace de pénurie d'énergie dans l'absolu pour la vie humaine sur Terre qu'il y a une menace absolue de surpopulation. Tous ces trucs-là sont des trucs relatifs qu'il faut analyser chaque fois dans le cadre d'un mode de production particulier. La question que vous avez posée, c'est en fait la question stratégique centrale. Comment on va sortir les salariés, les exploiter de cette espèce de cage productiviste dans laquelle ils acceptent de rester aujourd'hui, pour les amener à s'investir dans la lutte pour sauver la planète, dans l'intérêt de tous. Je crois que c'est extrêmement difficile, mais il y a tout de même des choses. C'est extrêmement difficile pour une raison évidente, qui est que tout salarié, toute salariée dépend de son salaire à la fin du mois. Pour payer le loyer, pour payer les études des enfants, pour payer la bouffe, pour payer les soins de santé, pour tout ça. Donc il dépend de son salaire.
Et son salaire dépend dans une certaine mesure de la bonne santé de l'entreprise, du patron pour lequel il travaille. Même s'il est membre de la CGT et du parti de Besancenot, il a quand même intérêt, dans l'immédiat, à ce que son entreprise ne se casse pas la figure. S'il raisonne lui-même en fonction de sa situation personnelle. Okay? C'est ça le problème. C'est évident, c'est très clair. Donc, je pense qu'il y a moyen d'arriver à changer cette situation-là, mais que ça demande une hypothèse stratégique. Alors, je vais vous dire pourquoi je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible parce que je me base sur des expériences pratiques, et notamment sur cette expérience extraordinaire de Notre-Dame-des-Landes en France. Voilà un conflit qui commence il y a quoi, plus de 30 ans, à l'initiative des riverains, des agriculteurs locaux, puis ça mène une bande de gens très marginaux, en fait, les zadistes, qui font un boulot remarquable d'occupation du terrain, et tout ça forme une espèce d'alliance improbable. Les riverains, les agriculteurs, les zadistes, et qui mènent une politique très intelligente pour mener leur combat, non pas comme un combat local, mais pour en faire une question politique nationale. Et ils ont réussi. À un moment, tout le monde posait la question pour ou contre Notre-Dame-des-Landes. Il fallait répondre oui ou enfin pour ou contre. Et ils ont réussi à convaincre la CGT. La CGT de Vinci, c'est trop peu connu, mais la CGT de Vinci s'est prononcée contre la construction de l'aéroport, alors que c'est l'entreprise Vinci qui était pressante, enfin, qui aurait dû logiquement faire les travaux, que donc ils ont fait en discutant. Je le sais parce que j'ai été en contact avec des syndicalistes CGT qui ont mené cette bataille. Ils ne l'ont pas fait par simple opportunisme, disons, on va emmerder Macron, on va se prononcer contre l'aéroport. Non, c'est pas ça. Non, ils l'ont fait au terme d'un processus de discussion et de réflexion en contact avec les zadistes, les riverains et les agriculteurs, avec le comité local. Et ils ont écrit des textes, enfin, je ne les ai pas, mais j'ai vu, il y a eu des documents écrits par le syndicat de Vinci, et en fin de compte, ils ont décidé, à l'unanimité, ils se sont prononcés contre. Et ils ont participé aux grandes manifestations, là, des 40 000, pour protéger la ZAD contre la menace de dislocation. Voilà, donc il y a d'autres exemples comme ça. En Allemagne, quand il y a eu la bataille pour la forêt de Hambach, menée par Ende Gelände, bon, il y a eu l'épisode dramatique où un type est mort, et en réaction à ça, cette mort et la médiatisation a fait de l'affaire de la forêt d'Hambach, une fois de plus, une question politique nationale. Et des fractions du mouvement syndical, du puissant DGB allemand, se sont rangées derrière la mobilisation contre l'exploitation de la forêt, y compris, alors qu'il y a même des travailleurs du lignite qui sont intéressés à ce qu'on exploite le lignite. J'ai moi-même été témoin d'un exemple de ce genre il y a plusieurs années. Chaque année, en Allemagne, ils organisent un Klimacamp contre Ende Gelände et les autres, là, contre l'exploitation du lignite. Cette année-là, le camp avait lieu en Rhénanie-Westphalie, je ne sais plus où, mais les participants au camp, ils étaient plus de 1000, voulaient faire une manifestation contre l'exploitation du lignite. Et le syndicat des travailleurs du lignite a voulu faire une contre-manifestation. Et ils l'ont annoncé dans la presse. Tout ça était dans la presse. Résultat, Verdi, qui est le plus puissant secteur professionnel du syndicalisme allemand, qui est le syndicat des employés du secteur public, mais aussi des employés privés, etc., a riposté au syndicat des travailleurs du lignite en disant non, nous aussi nous sommes contre l'exploitation du lignite. Et ça a ouvert le débat à l'intérieur du syndicalisme sur la position à prendre face à l'exploitation de cette technologie et face à la question de l'énergie fossile. Donc il y a moyen de gagner. Mais je pense qu'il n'y a pas moyen de gagner en dehors d'une stratégie qui s'inspire de celle de Notre-Dame-des-Landes. C'est-à-dire qu'il faut faire converger des luttes de forces différentes qui crée un rapport de force politique dans la société qui met le mouvement ouvrier sous une pression telle qu'il est obligé de se poser des questions humaines fondamentales, si vous voulez, plutôt que de passer au-dessus de qui va payer la facture à la fin du mois. Alors, quelle force faire converger? Je dirais, au niveau mondial, celle que j'ai énumérée, les peuples indigènes, le mouvement paysan, le mouvement des femmes et le mouvement des jeunes. Alors, avec des modulations selon les pays, bon, ici, en France, malheureusement, les indigènes, mais il y a quand même toutes les victimes du colonialisme, et il y a quelque chose quand même. Donc, je crois qu'il y a moyen de créer comme ça
des convergences de forces qui créent un contexte politique et une situation de crise politique et sociale au sein qui est propice au fait que des fractions croissantes de travailleurs et de travailleuses passent au-dessus des préoccupations immédiates de leur existence matérielle pour se faire le grand saut hors de la cage productiviste, si vous voulez. Mais par définition, ça c'est un peu la définition d'une crise révolutionnaire, hein, j'en suis conscient. Mais je crois qu'il n'y a pas d'autre perspective stratégique que celle-là. Qu'est-ce que vous pensez d'un revenu pour tous, sans conditions de travail minimum? Certains candidats, de temps en temps, proposent cela. Il y avait encore une personne derrière, là, madame, là, qui avait levé le doigt tantôt. Oui, je n'ai pas répondu à la question des échelles. Excusez-moi, je réponds à la question des échelles. Excusez-moi. Quoique je sois arrivé avec 24 heures d'avance, je commence à fatiguer. Les échelles, oui, bonne question. Il faut sortir le secteur de l'énergie du privé, il faut le mettre dans les mains d'un secteur public, mais il ne faut pas que le secteur public soit synonyme de centralisation, de bureaucratie, etc. Et c'est aujourd'hui d'autant plus possible d'éviter cet écueil-là que les technologies renouvelables le permettent et le nécessitent même. Parce que les technologies renouvelables sont diverses. C'est l'éolien, c'est la géothermie, c'est le photovoltaïque, c'est le solaire thermique, c'est la biomasse, même dans une certaine mesure, c'est l'énergie marémotrice, l'énergie des courants, l'énergie hydroélectrique, du moment qu'on ne fait pas des grands barrages. Donc c'est des technologies diverses qui doivent être modulées en fonction des territoires, et des paysages et des ressources. On ne va pas faire de l'hydroélectricité dans le Sahara et on ne va pas faire de l'énergie marémotrice dans les Alpes. Donc par définition, le passage à un système énergétique basé sur les renouvelables nécessite la centralisation. Il nécessite un maillage de micro-réseaux. Mais il nécessite aussi la centralisation pour coordonner l'ensemble des micro-réseaux. Donc il y a là un argument. Je ne dis pas que cet argument est décisif. Les considérations politiques et sociales sont plus importantes que les arguments technologiques. Mais il y a quand même un argument technique en faveur d'un système profondément décentralisé, donc profondément démocratique, dans lequel les éléments de centralisation sont assurés par des représentants, mettons des délégués révocables, bénévoles. Voilà, un système de centralisation souple et démocratique, c'est possible. C'est possible. Je crois que c'est ça la perspective. Alors, ça ne résout pas entièrement la question de l'échelle, parce que le passage au renouvelable implique un maillage des micro-réseaux qui est un maillage qui va au-delà des territoires nationaux. Ça implique un maillage au niveau de la région Europe, par exemple, ou de la région Afrique du Nord, Moyen-Orient, ou de la région Afrique noire. Donc le problème est effectivement extrêmement complexe, mais ça me ramène à la question des libertaires. Penser que ces problèmes complexes peuvent être abordés et résolus par des comités locaux sans mécanisme de centralisation, ça c'est un rêve, un vœu pieux. Je crois en fait que vous avez répondu à peu près à la question que j'avais tout à l'heure, qui était comment est-ce que globalement, je comprends bien la démarche au plan local. Par contre, c'est vrai qu'on voit qu'à chaque fois qu'on veut avoir une régulation mondiale, puisque au final, si on veut éviter un collapse mondial, même une action locale n'y changera peut-être pas grand-chose. On sera toujours les victimes de ce qui peut se produire suite à l'emballement effectivement de nos sociétés. Et du coup, je comprends ce que vous dites. C'est vrai que j'ai encore du mal à voir comment est-ce qu'on peut traduire ça à un plan mondial, dans la mesure où nous, effectivement, on peut réfléchir comme ça parce qu'on est des sociétés finalement assez riches. Et comme vous disiez, en prenant l'exemple d'un ouvrier qui doit manger à la fin du mois, mettre du pain dans l'assiette, bien sûr, dans les sociétés moins développées que la nôtre, dans toujours notre tiers-monde, on n'a pas les mêmes préoccupations. Et donc, quels seraient les leviers pour essayer de changer ça? Et personnellement, une réflexion que je m'étais déjà faite avant, c'est que et notamment, je trouve l'image de la conférence de Greta Thunberg, je crois
je ne sais plus où c'était, peut-être à l'ONU, où finalement on a vu pas mal d'éminences lui rire un petit peu au nez, puisque cette jeune fille était bien trop jeune pour leur faire des leçons de choses élémentaires, mais fait dire que un changement va plus loin, peut-être, pour qu'il y ait des changements, il faut qu'il se passe dans les consciences. Est-ce qu'il n'y a pas un rôle de l'éducation là-dessus ? Nous-mêmes, est-ce qu'aujourd'hui on est prêt à se passer des meilleurs soins, dernier cri à l'hôpital, du dernier téléphone, etc. Dans l'image d'Épinal peut-être, mais en fait dans la réalité de tous les jours, je ne sais pas si on accepterait un certain retour arrière en fait par rapport à notre niveau de vie quotidienne. Bon, dire que c'est en arrière déjà, ça signe la difficulté à l'accepter, c'est une petite opinion. Mais vous voulez Je répondre ? peux enchaîner tout de suite là-dessus. Allez-y, parce que je commence à fatiguer là. Oui, parce qu'on va bientôt finir, il faut qu'on finisse. Le tiers-monde, il y a contrairement à ce que nous pensons, nous, ici en Occident, l'essentiel des combats de type écosocial, pour ne pas dire qui se réclament des auteurs écosocialistes, mais des combats qui sont à la fois écologiques et sociaux, c'est dans les pays du Sud qui sont menés. Et il y a des expériences absolument remarquables. Je parlais de ça ce midi avec Madame Marcondes. Je connais des gens aux Philippines, sur l'île de Mindanao. C'est une organisation qui est... Excusez-moi. Machine infernale. C'est une organisation qui est issue de la crise du Parti communiste philippin, qui était un parti extrêmement puissant, stalino-maoïste, qui s'est effondré lors de l'effondrement de la dictature Marcos parce qu'ils ont fait une erreur politique majeure. Et ils ont éclaté. Et sur l'île de Mindanao, leur organisation a muté. Elle a rompu avec le stalinisme, avec le maoïsme. Elle est restée socialiste, révolutionnaire, si vous voulez, mais ils ont opté pour l'écosocialisme ou pour une orientation autogestionnaire. Et ils font un travail absolument remarquable sur le thème de la souveraineté alimentaire avec les agriculteurs. Ils recherchent les graines de variétés traditionnelles de riz et d'autres plantes vivrières. Ils les développent eux-mêmes, constituent des réserves de graines. Ils font des expériences collectives d'utilisation de ces plantes. Tout ça avec les restes de leurs forces armées pour se protéger à la fois contre l'armée philippine de Duterte. On ne rigole pas avec ces gens-là, c'est un rôle strictement défensif, mais aussi contre certains autres groupes plus mafieux qui sont en lien avec le gouvernement. Des expériences remarquables, vraiment, et avec une vision qui va bien au-delà de leur terroir. C'est-à-dire qu'un des gros problèmes des Philippines, vu la pauvreté endémique, c'est l'émigration massive, notamment l'émigration de jeunes femmes qui vont travailler dans les Émirats du Golfe comme servantes quasi-esclaves et qui renvoient de l'argent dans les familles. Il y a beaucoup de familles aux Philippines dont la survie dépend de ce transfert d'argent. Mais ils placent leur politique de souveraineté alimentaire dans une perspective d'alternative à l'émigration. Ils disent on reste sur place et on va vivre bien sur place. C'est une espèce de traduction asiatique du buen vivir latino-américain. Donc ne nous laissons pas... La vision que nous donnent les médias est trop restrictive. On a l'idée, oui, ces gens-là, ils veulent absolument vivre comme nous, avoir des smartphones comme nous, voyager en avion comme nous. C'est en partie vrai, mais il y a aussi des mouvements sociaux qui se battent pour toute autre chose, pour un autre développement, plutôt que de suivre la voie de l'industrialisation capitaliste occidentale. Semblait que... Ah oui. Je voulais juste Oui, m'appuyer là, excusez-moi. Je voulais me servir. Il n'y a pas de raison de se passer de nos soins de santé. Je ne vois pas de raison de se... Par contre, effectivement, le nouveau smartphone, tous les ans, on pourrait s'en passer. D'ailleurs, moi, ça commence à me l'épeler grave. Mais cette machine qui m'interrompt, là, je ne lui ai rien demandé, se met à sonner, là, maintenant. Mais donc, je crois qu'il faut faire la part des choses. Tout ça ne rentre pas dans le sac d'un mode de vie consumériste. Et tout ce qui est produit ne rentre pas dans le cadre du productivisme. Et c'est pour ça que la notion de croissance est une notion que je crois qu'il faut critiquer. On n'est pas contre la croissance en soi, on n'est pas contre la croissance du bien-être, on n'est pas contre la croissance de l'éducation, on n'est pas contre la croissance de la culture, on n'est pas contre la croissance de la santé, de la bonne santé des gens.
On est contre la croissance capitaliste. Donc on est contre la croissance capitaliste, y compris dans le secteur de la santé, où au nom des besoins de l'industrie pharmaceutique, on vous invente toujours de nouveaux trucs qu'il faut payer pour panser les plaies, ou mettre comment on dit, sur des jambes de bois. Là, Oui, enfin vous m'avez compris. Des emplâtres, voilà. Donc on est contre ça, mais ce n'est pas la même chose. Donc on est contre l'accumulation du capital, mais on n'est pas contre la croissance en soi. Et donc comme on est contre l'accumulation du capital, sauver la planète implique de faire des choix entre ce qu'on doit supprimer et ce qu'on veut garder et développer. Parce qu'il y a des choses qu'on doit supprimer. Si on veut respecter, si on veut remplir la feuille de route de la stabilisation du climat, il faut faire l'inventaire des productions inutiles et nuisibles et les supprimer. Et ces productions, les gens, les femmes, les hommes qui travaillent dans ce secteur-là, il faut leur offrir une reconversion dans d'autres secteurs. Par exemple, dans tous ces secteurs de protection de l'environnement, j'allais dire la petite pêche, mais aussi l'agroécologie, l'entretien, la restauration des écosystèmes, mais aussi dans les soins aux personnes, puisqu'on manque tellement de soins aux personnes dans nos sociétés. Il y a une telle déshumanisation. Donc c'est cette perspective-là. Alors les productions inutiles et nuisibles, c'est pas rien dans nos sociétés. C'est pas rien. Monsieur parlait, ou madame, je ne sais plus, parlait tout à l'heure de l'agriculture, mais il y a 50% de la production agricole qui ne finit jamais dans nos assiettes. Pas parce que nous, en tant que consommateurs, on jette des trucs qu'on a achetés, qui pourrissent dans le frigo. Ça, c'est tout à fait marginal. Mais surtout parce que sur la chaîne de production, les conditions de stockage des denrées sont déplorables. Et qu'il y a des choses qui pourrissent simplement parce qu'elles sont humides, alors qu'il suffirait d'un hangar correct et bien ventilé pour les protéger. 50% de la production mondiale ne finit pas dans nos assiettes. Ça relativise le problème de la surpopulation. Et ça relativise le problème de l'angoisse face à ce qu'on aura assez à bouffer. Production inutile et nuisible. Je vous disais critique de la science. Je vous donne un exemple, un dernier exemple, et peut-être on en finira là. Je ne connais pas une seule étude scientifique référencée sur les émissions de gaz à effet de serre qui résultent de la production et l'utilisation d'armements. C'est quand même fort de café, ça, non? Parce que c'est inouï. Parce que les publications scientifiques... Tu en connais une? Non? Non, c'est vrai que c'est le premier. Non, c'est pas le premier, mais enfin, c'est tout de même très important. Et on peut en discuter, mais en tout cas, les chiffres sont hallucinants. Mais ça saute aux yeux comme un coup de pied au derrière, comme disait mon prof de physique qui passe à la pratique. Mais il y a un problème là quand même. Les publications scientifiques sur la possibilité de rester en dessous d'1,5 degré de réchauffement sont pleines de considérations sur l'idée que chaque tonne de carbone de CO2 non émis compte. Et il n'y a pas un seul de ces scientifiques qui se demande si on ne peut pas économiser des tonnes de carbone émis dans les secteurs inutiles et nuisibles, notamment dans le secteur de l'armement. Moi, je trouve ça hallucinant. Alors moi, j'ai fait mes petits comptes avec mes méthodes d'artisan, mais aux États-Unis, c'est au moins 150 millions de tonnes de CO2 qui sont envoyées dans l'atmosphère annuellement par la production d'armes et par le fonctionnement du Pentagone, non comprises les émissions afférentes au fonctionnement des quelques 700 bases militaires américaines à l'étranger, dont la consommation de carburant et les émissions de CO2 ne figurent pas dans les données du département de la Défense. 150 millions. C'est 4% des émissions annuelles des États-Unis. C'est pas rien. C'est pas rien. Okay, et ce n'est que pour les États-Unis, ça. Je crois que c'est 30% des émissions de la France. De mémoire, c'est un ordre de grandeur, c'est 20 ou 30%. Vous vous rendez compte? Et voilà, on pourrait multiplier les exemples. Je vous conseille le bouquin de Razmik Kocheyan, là, c'est sur ce truc-là, comment c'est le titre, je ne sais plus. Enfin bref, c'est sur les productions et les consommations inutiles. C'est édifiant, édifiant. Parce que je vous propose qu'on s'arrête là.